Vous ne regarderez plus jamais la Tour Eiffel de la même manière après avoir regardé ceci. Paris, 1889. L'exposition universelle battait son plein, illuminant le champ de Mars d'une gloire nouvelle. Au cœur de cette effervescence, une structure de fer audacieuse et vertigineuse se dressait vers le ciel, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel, l'ingénieur visionnaire, avait accompli un exploit que beaucoup jugeaient insensé. La tour, symbole de progrès et de modernité, était l'attraction phare de l'exposition, attirant des foules venues du monde entier pour admirer cette prouesse technique. Les visiteurs s'émerveillaient devant son élégante silhouette, ignorant tous des secrets et des murmures qui commençaient à envelopper son histoire. Eiffel, homme de science et de raison, savourait son triomphe. Il avait surmonté les critiques, les moqueries et les doutes. La tour était là, majestueuse, prouvant la force de l'ingéniosité humaine. Mais derrière le vernis de la gloire et de l'innovation, une ombre commençait à s'étendre sur la Dame de Fer. Des rumeurs, d'abord étouffées, puis de plus en plus insistantes, circulaient parmi les ouvriers qui avaient participé à sa construction. Des murmures de disparitions étranges, d'accidents inexplicables et de zones interdites au sein même de la tour. Ces bruits de couloir étaient balayés d'un revers de main par la direction, soucieuse de préserver l'image immaculée de leur chef-d'œuvre. Pourtant, au fil des jours, un sentiment d'inquiétude grandissait, comme une brise froide soufflant au sommet de la tour, invisible mais palpable, annonçant des révélations bien plus sombres que les nuages parisiens. Les ouvriers, pour la plupart, étaient fiers d'avoir contribué à l'édification de ce monument qui allait marquer l'histoire. Mais parmi eux, certains échangeaient des regards chargés de secrets, des phrases à demi-mot, évoquant un niveau caché, une partie de la tour qui ne figurait sur aucun plan officiel. On parlait d'un étage secret, situé au sommet, bien au-delà des plateformes accessibles au public, un lieu dont l'existence même était niée par Eiffel et son équipe. Ces rumeurs alimentaient les conversations dans les cabarets enfumés du quartier, où les ouvriers se retrouvaient après de longues journées de labeur. Certains affirmaient avoir vu des convois nocturnes monter des matériaux étranges, des caisses scellées portant des symboles inconnus, vers le sommet de la tour, bien après la fermeture au public. D'autres évoquaient des bruits étranges provenant des hauteurs, des gémissements mécaniques, des chuchotements qui ne semblaient pas humains. Jean-Baptiste, un jeune monteur de fer, était l'un de ceux qui écoutaient ces histoires avec une fascination mêlée d'appréhension. Il avait travaillé sur les niveaux supérieurs de la tour, connaissant ses entrailles métalliques mieux que quiconque. Il avait bien remarqué des zones dont l'accès était toujours interdit, gardées par des contremaîtres au regard sévère. La curiosité le rongeait. Étaient-ce juste des balivernes d'ouvriers fatigués, ou y avait-il une part de vérité dans ces récits de niveaux secrets? La question le hantait, nourrissant un désir grandissant d'explorer les mystères cachés de la Tour Eiffel, ignorant les dangers qui pouvaient se dissimuler dans l'ombre de sa structure imposante. Les disparitions devinrent plus fréquentes, plus troublantes. Au début, on parlait d'accidents de travail, de chutes malheureuses dues à la fatigue ou à l'imprudence. Mais rapidement, le nombre de disparus dépassa les statistiques habituelles des grands chantiers. Des ouvriers expérimentés, prudents, semblaient s'être volatilisés, sans laisser de traces. Leurs outils, leurs effets personnels restaient sur place, comme s'ils avaient été interrompus en plein travail et emportés par une force invisible. La peur commença à gagner les rangs des travailleurs. Les plus superstitieux évoquaient des malédictions, des esprits vengeurs, irrités par la construction de cette tour qui osait défier le ciel. D'autres, plus pragmatiques, murmuraient des histoires de sociétés secrètes, d'expériences scientifiques clandestines menées au sommet de la tour, nécessitant un silence absolu, même au prix de vies humaines. La direction, confrontée à cette vague d'inquiétude, réagissait par le déni et l'intimidation. On renforça la surveillance, on punit sévèrement les colporteurs de rumeurs, on chercha à étouffer toute discussion sur les disparitions. Mais le silence officiel ne faisait qu'amplifier les soupçons et la terreur. Jean-Baptiste, témoin de cette atmosphère pesante, sentait un nœud se former dans son estomac. Il avait vu de ses propres yeux la panique dans le regard de certains collègues avant qu'ils ne disparaissent. Il avait entendu les murmures anxieux, les prières murmurées à voix basse. Il savait que quelque chose d'anormal se passait au sein de la Tour Eiffel, et il était de plus en plus déterminé à découvrir la vérité, même si elle était effrayante. Est-ce que vous aussi, vous auriez le courage de chercher la vérité dans une situation aussi effrayante? N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. Jean-Baptiste obtint un poste de gardien de nuit. C'était un travail moins prestigieux que monteur de fer, moins bien payé, mais cela lui offrait une opportunité unique. Explorer la tour en dehors des heures de travail, lorsqu'elle était plongée dans le silence et l'obscurité. La nuit, la Tour Eiffel changeait de visage. Sous la lumière blafarde de la lune, sa structure métallique se transformait en une ombre gigantesque, inquiétante, presque vivante. Les bruits de la ville s'estompaient, remplacés par le vent sifflant à travers les poutrelles, par les craquements et les gémissements du métal, amplifiés par le vide.
Jean-Baptiste patrouillait les plateformes désertes, éclairant son chemin avec une lanterne à huile. Il écoutait attentivement, scrutant l'ombre, cherchant le moindre indice, le moindre signe qui confirmerait les rumeurs du niveau secret. Les premières nuits furent calmes, décevantes. Il ne trouva rien d'anormal, rien qui justifiât les peurs et les suspicions. Peut-être s'était-il trompé ? Peut-être que tout cela n'était que le fruit de son imagination fertile, nourrie par les histoires d'ouvriers superstitieux. Mais au fond de lui, une petite voix persistante lui disait de ne pas abandonner, de continuer à chercher, car la vérité, aussi terrifiante soit-elle, se cachait quelque part dans les entrailles de la tour Eiffel. Puis, les bruits commencèrent. D'abord, de faibles gémissements mécaniques, comme des engrenages grippés, provenant des niveaux supérieurs, bien au-delà des plateformes publiques. Jean-Baptiste tendit l'oreille, incrédule. Il avait cru à une hallucination, à un tour que lui jouait le vent. Mais les bruits persistèrent, se firent plus clairs, plus distincts. Il entendait des cliquetis métalliques, le frottement de chaînes, des chuintements de vapeur. Des sons qui ne ressemblaient à rien de connu, des sons qui semblaient venir d'une machinerie complexe, cachée quelque part dans la structure de la tour. Une nuit, alors qu'il patrouillait près du pilier nord, il aperçut une lueur étrange, intermittente, provenant d'une fenêtre située très haut, à un niveau inaccessible par les escaliers ou les ascenseurs publics. Une lumière qui clignotait, comme un signal, comme un appel. La curiosité de Jean-Baptiste atteignit son paroxysme. Il devait en avoir le cœur net. Il décida de s'aventurer dans les zones interdites, de grimper au-delà des limites autorisées, de chercher l'origine de ces bruits et de cette lumière mystérieuse. Il savait qu'il risquait gros, la colère de ses supérieurs, voire son emploi. Mais l'appel du mystère était plus fort que la peur des conséquences. Il se lança à l'assaut des escaliers de service, s'enfonçant dans les entrailles métalliques de la tour, vers l'inconnu. Les escaliers de service étaient étroits, abrupts, labyrinthiques. Jean-Baptiste montait péniblement, éclairant son chemin avec sa lanterne, le cœur battant la chamade. Plus il s'élevait, plus l'atmosphère devenait étrange, oppressante. L'air se chargeait d'une odeur métallique, âcre, presque électrique. Les bruits mécaniques se faisaient plus forts, plus proches. Il entendait maintenant des voix étouffées, des murmures indistincts, comme des incantations murmurées à voix basse. Soudain, il découvrit une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, dissimulée derrière un amas de câbles et de tuyaux. Une porte en acier massif, sans poignée apparente, seulement une petite serrure complexe. Intrigué, Jean-Baptiste examina la serrure de plus près. Elle semblait ancienne, presque médiévale, contrastant étrangement avec la modernité de la tour. En tâtonnant, il découvrit un mécanisme caché, un petit bouton poussoir dissimulé sous un rivet. Il hésita un instant, la main tremblante. Devait-il ouvrir cette porte ? Ignorer les avertissements ? Franchir la limite interdite ? Sa curiosité l'emporta. Il pressa le bouton. Un déclic se fit entendre, et la porte s'entr'ouvrit lentement, révélant un passage sombre, mystérieux. Un courant d'air froid s'échappa de l'ouverture, portant avec lui une odeur de poussière et d'humidité, et un chuchotement indistinct, comme un appel venu des profondeurs de la tour. Jean-Baptiste hésita encore un instant, puis se décida à franchir le seuil. Il entra dans un couloir étroit, faiblement éclairé par des torchets fixés au mur. Les murs étaient de pierre, contrairement à la structure métallique de la tour. Était-ce possible ? Un couloir de pierre au sommet de la tour Eiffel ? L'incohérence le frappa de plein fouet. Il avançait prudemment, la lanterne brandie devant lui. Le couloir déboucha sur une vaste salle circulaire, dont le centre était occupé par une étrange machinerie. Des engrenages gigantesques, des pistons bruyants, des bobines électriques étincelantes, tout cela semblait fonctionner de manière autonome, sans opérateur humain. Des câbles épais disparaissaient dans le sol et le plafond, alimentant cet étrange appareil. La salle était décorée de symboles étranges, gravés dans la pierre, des figures géométriques complexes, des inscriptions dans une langue inconnue. Ce n'était pas un simple niveau secret, comme il avait imaginé. C'était un laboratoire clandestin, un sanctuaire occulte, caché au cœur même du symbole de la modernité. Jean-Baptiste se sentit observé. Un frisson parcourut son échine. Il n'était pas seul dans cette salle. Il perçut un mouvement dans l'ombre, une présence invisible, qui le scrutait depuis les ténèbres. Il leva sa lanterne, éclairant les recoins de la pièce. Et c'est là qu'il vit les cages. Les cages étaient disposées le long des murs, faites de fer forgé, ornées de motifs macabres. À l'intérieur, des formes indistinctes gisaient recroquevillées, silencieuses. Jean-Baptiste s'approcha, le cœur battant. Il éclaira l'intérieur d'une cage avec sa lanterne. Il poussa un cri étouffé. Ce n'étaient pas des animaux. C'étaient des hommes. Des ouvriers. Ceux qui avaient disparu.
Ils étaient là, enfermés dans ces cages, leurs corps émaciés, leurs yeux vides, comme vidés de leur âme. Certains étaient encore en vie, gémissant faiblement, d'autres étaient immobiles, leur regard fixé sur le vide. Jean-Baptiste comprit alors l'horrible vérité. Le niveau secret n'était pas un simple laboratoire. C'était un lieu de torture, un abattoir humain. Les disparitions n'étaient pas des accidents. C'étaient des enlèvements. Ces ouvriers avaient été capturés, emprisonnés, utilisés pour alimenter la mystérieuse machinerie qui ronronnait au centre de la salle. Mais dans quel but? Quelle était la fonction de cette machine infernale? En examinant de plus près les inscriptions gravées sur les murs, Jean-Baptiste reconnut des symboles alchimiques, des diagrammes ésotériques. Il réalisa que Gustave Eiffel, le visionnaire, l'ingénieur de génie, était aussi un occultiste, un adepte de sciences interdites. La tour Eiffel n'était pas seulement un symbole de progrès. C'était une machine magique, conçue pour exploiter une énergie occulte, une force sombre et dangereuse, au prix de vies humaines. La vision de Jean-Baptiste se brouilla. Il se sentit pris de vertige, au bord de la nausée. Il devait sortir de cet endroit, alerter les autorités, révéler au monde l'horreur qui se cachait au sommet de la tour Eiffel. Alors qu'il se retournait pour fuir, une ombre se dressa devant lui. Une silhouette imposante, vêtue de noir, le visage dissimulé par un chapeau haute forme. Gustave Eiffel. Jean-Baptiste le reconnut immédiatement, malgré l'obscurité. Eiffel ne semblait pas surpris de le voir là. Son regard était froid, calculateur, dénué de toute émotion. « Vous n'auriez pas dû venir ici, jeune homme, » dit Eiffel d'une voix calme, menaçante. « Ce que vous avez vu, cela ne doit pas être révélé. Pour le bien de la science, pour le progrès de l'humanité. » Jean-Baptiste sentit la peur le paralyser. Il comprit qu'il était tombé entre les mains d'un homme dangereux, prêt à tout pour protéger son secret. Eiffel fit un signe de la main, et deux hommes apparurent de l'ombre, des brutes au visage patibulaire. Ils s'avancèrent vers Jean-Baptiste, des couteaux à la main. La fuite était sa seule option. Jean-Baptiste se jeta sur le côté, esquivant le premier assaut. Il renversa sa lanterne, plongeant la salle dans l'obscurité. Dans le chaos qui suivit, il réussit à se faufiler entre les jambes des agresseurs, à se précipiter vers le couloir de pierre, puis vers la porte d'acier. Il referma la porte derrière lui, verrouillant la serrure complexe, gagnant ainsi quelques instants de répit. Il dévala les escaliers de service à toute vitesse, poursuivi par les cris furieux de ses assaillants. La course-poursuite s'engagea dans les entrailles métalliques de la tour, une descente infernale vers la liberté, ou vers la mort. Jean-Baptiste courut comme un dératé, le souffle court, les jambes tremblantes. Il entendait les pas de ses poursuivants résonner derrière lui, de plus en plus proches. Il savait qu'il ne pourrait pas les semer longtemps. Il devait trouver un moyen de sortir de la tour, d'alerter la police, de révéler l'horreur du niveau secret. Arrivé au niveau de la première plateforme, il se précipita vers la sortie, se mêlant à la foule clairsemée des visiteurs nocturnes. Il parvint à s'échapper de la tour, à se fondre dans les rues sombres de Paris. Essoufflé, terrifié, il se réfugia dans le commissariat le plus proche et raconta son histoire aux policiers incrédules. Au début, ils le prirent pour un fou, un illuminé. Mais Jean-Baptiste insista, décrivit avec précision le niveau secret, la machinerie, les cages, les ouvriers prisonniers. Il montra les égratignures sur son corps, preuve de la lutte. Finalement, les policiers acceptèrent de le croire et organisèrent une descente au sommet de la tour Eiffel. La vérité éclata au grand jour. Le niveau secret fut découvert, les ouvriers prisonniers furent libérés, la machinerie infernale fut mise hors service. Gustave Eiffel fut arrêté, son secret révélé au monde entier. La tour Eiffel, symbole de progrès, devint aussi le témoin d'une sombre histoire, d'une ambition démesurée, d'une folie scientifique. La réputation d'Eiffel fut ruinée, son nom associé à l'horreur et à la trahison. La tour, elle, resta debout, majestueuse, mais désormais chargée d'une nouvelle signification. Un avertissement silencieux contre les dangers des secrets cachés, et les conséquences de la soif de pouvoir. Quelles autres histoires historiques obscures comme celle-ci aimeriez-vous entendre? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines révélations.